S'il y a des questions, nous pouvons continuer à échanger selon le temps dont nous disposons. Tout d'abord, merci. J'ai 3 questions. La troisième est une question d'ordre général. Première question. Dans votre conférence, vous avez mentionné qu'au début, vous vouliez devenir médecin, puis menuisier et finalement enseignant. Ma question est, peut-on considérer que dans les 2 premiers métiers, vous n'auriez pas trouvé le bonheur? C'est ma première question. Deuxième question, dans votre conférence, vous avez aussi mentionné que vous avez travaillé pendant 30 ans sans aucun salaire. Ma question est, si vous êtes enseignant sans aucun salaire, qui subvient à vos besoins matériels? Dernière question d'ordre général, j'espère obtenir une meilleure réponse de votre part. Pourquoi le bouddhisme est-il associé à certaines pratiques violentes, comme le kung-fu par exemple? Et comment peut-il aider à construire le bonheur intérieur? Merci. Bien, pour la première question, en fait, être médecin ou menuisier, etc., si nous leur enseignons, ils peuvent aussi trouver ce bonheur. Mais l'enseignant, lui, est celui qui transforme les esprits. Le menuisier relève du domaine technique. Bien sûr, être menuisier dans un endroit comme celui-ci, ou exercer d'autres métiers techniques, c'est aussi très important. C'est pourquoi nous souhaitons vraiment que s'il y avait une école technique ici, cela apporterait des bénéfices matériels importants à la société locale. Si vous êtes heureux en tant que médecin, soldat ou menuisier, je ne l'exclus pas, mais personnellement, je ne souhaite pas être menuisier. Je veux seulement être enseignant, un enseignant de l'esprit. Car quand je faisais de la menuiserie, j'en ai fait autrefois, je n'étais pas très doué. C'est donc en tant qu'enseignant de l'esprit que je suis le plus heureux. Voilà pour votre première question. Deuxième question. Si nous manquons trop de ressources matérielles, il est effectivement difficile de maintenir sa vie. Mais en réalité, ce sont les hommes qui commencent à gérer ces ressources. Surtout dans un endroit comme celui-ci où les ressources sont très abondantes. Mais si les gens d'ici n'utilisent pas leur sagesse et leur diligence pour les exploiter, il est fort probable que d'autres peuples et d'autres pays viendront les exploiter progressivement. Donc, pour répondre à la deuxième question, j'espère vraiment que les enseignants ici présents enseigneront absolument à ces jeunes les compétences techniques pour utiliser ces ressources. Sinon, si les gens d'ici sont paresseux, des gens d'autres pays et d'autres peuples viendront souvent ici pour les exploiter. Ce serait vraiment dommage. Donc, pour bien utiliser nos ressources matérielles, nous pouvons y parvenir grâce à notre propre sagesse et notre diligence. Concernant le kung-fu, en fait, il existe partiellement dans le bouddhisme. Le bouddhisme comporte de nombreuses branches, chinois, tibétain, theravada, etc. Mais le kung-fu appartient généralement au bouddhisme chinois. C'est une méthode pratiquée par certains pratiquants d'une de ces branches. En fait, le principe fondamental est le suivant. Le bouddhisme comporte 2 aspects de pratique, paisible et courroucé. L'aspect paisible paraît extérieurement très doux. Les représentations des Bouddhas et Bodhisattvas sont très douces, tandis que les représentations courroucées tiennent diverses armes, des bâtons, des épées, etc. Mais celles-ci ne nuisent jamais à personne. C'est simplement que pour les personnes au tempérament très sauvage, cette méthode permet d'apaiser leur esprit. C'est une méthode extérieure de pacification. Ainsi, même si l'apparence extérieure est particulièrement effrayante, c'est en réalité une pratique qui vous apporte la paix intérieure. Donc ces principes, si nous les avons appris, nous comprendrons les 2 aspects, paisibles et courroucés, du bouddhisme. En réalité, le cœur est toujours empreint de compassion et de paix, il ne s'en est jamais séparé. Ces représentations effrayantes du bouddhisme, c'est comme en Afrique où de nombreux peuples autochtones sont très bienveillants, mais dans leur tradition, lors des danses, il y a des masques d'animaux et des représentations très effrayantes qui sont présentées devant le public. Pendant ces représentations, parfois nous ressentons de la peur, parfois de la joie, parfois des pensées inexplicables. Donc, dans chaque tradition humaine ou histoire religieuse, ces danses ne correspondent pas toujours exactement à l'état d'esprit ordinaire. Pour attirer l'attention de tous ou pour susciter l'intérêt, dans notre théâtre et nos représentations, il y a des exagérations ou des méthodes particulières.
J'aimerais aussi vous poser une question d'ordre général. C'est un grand honneur de vous accueillir, vous qui êtes un grand maître. Quels sont les principes fondamentaux du bouddhisme? Merci. L'enseignement le plus important du bouddhisme, le Bouddha l'a exprimé en une phrase dans les sutras. Ne commettre aucun mal, pratiquer tout le bien, purifier son propre esprit, voilà l'enseignement des Bouddhas. Cela signifie que dans ce monde, nous ne devons pas faire de mauvaises actions, comme tuer, voler, commettre l'inconduite sexuelle ou tenir des propos trompeurs et malhonnêtes, etc., c'est-à-dire ne pas faire le mal. Il faut faire le bien, aider les autres, pratiquer les 10 vertus. Envers tous les êtres humains et tous les êtres sensibles, il faut se dévouer et les aider. Troisièmement, purifier son propre esprit, ne pas laisser la colère, les émotions négatives, le désir, la haine, l'ignorance, etc. Ces émotions négatives troubler notre esprit paisible. Il faut maintenir un état d'esprit très heureux. Voilà les 3 caractéristiques du bouddhisme. C'est cela, le bouddhisme. Beaucoup de gens ne comprennent peut-être pas bien le bouddhisme, mais en fait, le bouddhisme partage des points communs avec d'autres religions, notamment l'amour et la compassion. Et le bouddhisme possède aussi cet aspect de la paix intérieure. Voilà ce que je considère comme le bouddhisme, et c'est aussi la définition que le Bouddha lui-même en a donnée. Tout d'abord, je suis très intéressé par votre tenue. Vous êtes déjà venu au Malawi, je pensais que vous porteriez un costume. Donc j'aimerais savoir comment rejoindre le bouddhisme au Malawi. Et si on est intéressé, comment peut-on devenir moine? Eh bien, je ne conseille pas de devenir moine simplement en voyant un moine ou ses habits, car devenir moine est une décision très importante dans une vie. Il faut avoir perçu la nature illusoire de beaucoup de choses mondaines, puis se consacrer entièrement à la pratique et au bénéfice de tous les êtres. Bien sûr, je ne conseille pas de devenir moine précipitamment. Mais si vous souhaitez devenir moine, je pense que le vénérable Willy du centre Amitabha est souvent présent ici. Bien que les habits du bouddhisme chinois et tibétain soient légèrement différents, en réalité, les rituels et les méthodes d'ordination sont fondamentalement les mêmes. Donc je suggère que si vous souhaitez devenir moine au Malawi à ce moment-là, auprès du vénérable Willy et de quelques autres maîtres qui sont là, vous pouvez aussi y prendre l'ordination. Mesdames et messieurs, j'aimerais dire quelques mots. Tout d'abord, au nom du recteur, je remercie sincèrement Kenpo pour sa conférence si inspirante de cet après-midi. Kenpo a notamment mentionné que l'enseignant est l'ingénieur de l'âme humaine, ainsi que l'immense responsabilité que porte un enseignant et l'honneur d'assumer cette responsabilité. L'enseignant est lumière, il est aussi lampe. En tant qu'enseignant, nous devons avoir confiance en nos étudiants. Concernant l'enseignement, Kenpo a également souligné l'importance de maintenir l'enthousiasme dans l'enseignement. Donc, en tant qu'enseignants, nous devons être pleins d'enthousiasme, car nous pouvons transmettre cet enthousiasme à nos étudiants. Et ce n'est que si nous sommes pleins d'enthousiasme que les étudiants apprécieront les cours. Nous devons nous le rappeler constamment. En même temps, nous devons aussi maintenir un état d'esprit paisible. L'argent est certes une nécessité, c'est indéniable, mais l'argent n'est pas tout dans la vie. Donc, en tant qu'enseignants, nous avons une grande responsabilité. Merci sincèrement à chacun d'entre vous présents ici. Merci encore, Kenpo Sodargi.